Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour un nouvel épisode de Nutri Yoga avec Dominique. Bonjour Mickaël. Bonjour Dominique, nouvel épisode pour l'année 2024 avec le thème le gluten. Un thème dont on parlait beaucoup il y a quelques années. De temps en temps, on en reparle. Moi, ce qui m'intéresse de voir avec toi, Dominique, c'est qu'est-ce que le gluten ? Est-ce qu'il y a vraiment une intolérance, des maladies ? Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter le gluten ? Bref, on fait le tour de la question comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous parler exactement du gluten et où on le trouve ? Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'on a eu très souvent peur du gluten. Tu as raison, c'était très à la mode. C'est quoi le gluten ? C'est une protéine. Donc c'est plutôt quelque chose de bien. On a besoin de protéines. C'est une protéine végétale, pas animale, mais ça tout le monde a priori le sait. Quand on achète du pain, on se nourrit avec des protéines. C'est très bien. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que c'est un liant, le gluten. Donc, c'est comme une colle. Donc, c'est pas grave de manger un peu de colle, parce qu'on en a besoin. Si tu manges beaucoup de gluten, et surtout du gluten un peu moderne, entre guillemets, c'est-à-dire que le blé d'aujourd'hui n'est pas le blé d'hier, on s'en doute. C'est pas cultivé comme il y a des milliers d'années. Si tu manges trop de colle, au bout d'un moment, tu vas très littéralement coller tes intestins. D'accord. Est-ce que tu as utilisé le terme de blé ? Le gluten, c'est forcément du blé ? Alors non, c'est pas forcément du blé. T'en as dans d'autres céréales. Tu peux même avoir du gluten. Tu peux même acheter du gluten dans une boutique de un magasin bio pour faire un liant pour une sauce. Peut-être pour si t'as choisi de faire un gâteau avec moins de gluten, rajouter un petit peu de gluten pour faire une préparation un petit peu plus élastique. Parce qu'on voit tous ce que c'est une pâte. On a tous fait une pâte à gâteau et t'as vu, c'est élastique. Donc on peut acheter le gluten. Le gluten peut être aussi séparé et on le trouve ailleurs que dans le blé. Il n'y a pas que le blé. D'accord, je ne savais pas qu'on pouvait en acheter de manière séparée. Et souvent, quand on parle de gluten, on parle aussi de sensibilité au gluten, d'allergie et de maladie. Et ce serait quoi les steps, les différentes possibilités, malheureusement, qu'on peut avoir avec le gluten ? Alors, effectivement, il faut faire attention au terme. L'allergie n'est pas une intolérance. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten. J'ai envie de dire, mais sans extrapoler, qu'on peut, à un moment de sa vie, avoir une intolérance. Presque tout le monde peut avoir une intolérance à un moment de sa vie parce qu'il y a des périodes où tu manges plus ou moins bien, des périodes où tu pars en Italie et tu manges que des pâtes et des pizzas. Mais j'exagère un petit peu. En revanche, l'allergie, tu l'as ou tu l'as pas. C'est-à-dire que c'est quand même très très rare. C'est de l'ordre d'une personne sur plusieurs milliers ou millions. Et souvent, tu l'as plutôt quand t'es tout bébé. Parce que quand t'es tout petit, un peu comme les produits laitiers, il y a l'allergie et l'intolérance. C'est plutôt les bébés parce que ton système digestif n'est pas complètement terminé, mature. Et tu peux développer une sensibilité et une allergie qui peut ne pas durer d'ailleurs. Et en général, c'est ça. Mais c'est très très rare d'avoir une allergie au gluten adulte. D'accord. Et des fois, on parle de maladie cœliaque. Oui, alors c'est ça. La maladie cœliaque, c'est une intolérance, c'est-à-dire que ton système digestif a été un petit peu trop sollicité, ou peut-être qu'à la base, tu es un peu sensible aussi. On est
tous inégaux malheureusement face à ça, et qu'à force de manger beaucoup de gluten, donc c'est souvent des personnes qui vont manger beaucoup de pain, beaucoup de pâtes et beaucoup de choses transformées. C'est-à-dire que si ton alimentation, la base de ton alimentation, ce sont des plats préparés, des trucs que tu mets au micro-ondes, tu te rends pas compte que tu manges du gluten. Mais dans la sauce, la jolie sauce peut-être sur tes pâtes, donc tu as déjà des pâtes, mais en plus ta sauce, dans la sauce, tu ne te doutes pas qu'on a ajouté du gluten. Comme je te disais tout à l'heure, on peut en ajouter pour que ce soit bien onctueux, un bon liant, etc. Pareil dans les biscuits industriels. Ça a été un peu la même chose avec l'huile de palme. C'était une colle aussi. On a arrêté parce que c'était un drame écologique. On a un peu réduit en tout cas. Le gluten, c'est un liant pour plein de choses. Donc ça peut être ta sauce salade toute faite. Ta sauce salade, il peut y avoir du gluten. Donc en fait, c'est ce trop-plein. On est tellement en surplein de gluten qu'au bout d'un moment, ton estomac, ton intestin dit stop. Et ça peut être aussi, si tu manges trop de pain un peu moderne, tu vois, du pain en sachet, des pains qui sont fabriqués avec du blé d'aujourd'hui. On en parlera peut-être après, mais le blé moderne, il y a plus de gluten que le blé ancien. D'accord. Parce que par rapport à l'exemple que tu as donné il y a quelques instants, et un autre qui était avant qu'on enregistre, c'est que potentiellement dans un plat riz-poisson, avec une sauce, il peut y avoir du gluten. Exactement. Tu peux avoir, parce que l'industriel se dit « Ok, moi, ma problématique, c'est que toi, Mickaël, tu vas acheter mon plat, tu vas l'emporter, il va être secoué. Une fois que tu vas l'ouvrir, il ne faut pas que ça coule partout et que ce soit très liquide. Donc, il faut que ma sauce, elle soit un petit peu plus dense, tu vois. Sauf que, normalement, dans une sauce, je ne sais pas, une sauce au beurre blanc, une sauce lait de coco ou crème fraîche, ce n'est pas assez dense. Donc, on va rajouter un peu de gluten, ça va un peu se condenser et ce sera pratique. Ça ne veut pas dire que ce soit bon pour la santé, du coup, parce que ça, il s'en fiche sur le moment, l'industriel qui va te faire ton plat riz-poisson. Toi, tu crois que tu achètes du riz et du poisson, riz, pas de gluten, t'es hyper content, sauf que dans ta sauce, il y en a. D'accord. Tu as fait un petit distinguo intéressant entre intolérance et sensibilité. Si jamais on se pose la question des symptômes ou des signes par rapport au gluten, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme alerte pour savoir si on a une intolérance ou une insensibilité ? Alors, déjà, quelque chose de très simple, et en général, c'est la première alerte. C'est un espèce d'inconfort intestinal, c'est-à-dire que tu vas être ballonné ou que tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir des gaz, pour parler très, très clairement. Donc ça, en général, les gens s'en rendent compte assez vite. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu cette espèce d'obsession du gluten, parce que dès que la moindre personne, à l'époque où on parlait un peu du danger du gluten, dès que quelqu'un avait un peu mal au ventre, il se disait « ça y est, je suis intolérant ». Mais c'est quand même un des premiers symptômes. Pourquoi ? Parce qu'à force de coller tes intestins et à force de... ça crée une porosité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que normalement, ta barrière intestinale est saine et elle ne laisse pas passer les bactéries, toutes les petites choses néfastes. Et en fait, ta barrière intestinale commence à être un peu malade. Donc, toutes les petites bactéries peuvent passer, toutes les petites saletés qui ne devraient pas passer. Et donc, c'est la première chose, c'est un inconfort intestinal, tout ce qui va avec, parce qu'on on est dans quelque chose de très médical et très terre-à-terre, c'est les diarrhées, les vomissements, en tout cas les nausées, tu vois, quelque chose de digestif. Un peu plus insidieux, ça peut être aussi des migraines. Les gens s'en sont aperçus un peu plus tard, et aux États-Unis, ça a été un grand truc aussi pareil. Toutes les personnes qui avaient des migraines, du coup, ils étaient intolérants. Donc, on a eu une vague aux États-Unis de coffee shops sans gluten. On a arrêté complètement le gluten. On a eu des boutiques où on pouvait acheter tous les gâteaux que tu manges en temps normal, des cookies sans gluten. Et maintenant, on en est à fabriquer des bonbons et des lattés sans gluten, alors qu'il n'y a pas de gluten. Mais ça a tellement fait peur. Parce qu'on se disait, j'ai mal au ventre, j'ai des migraines, je suis intolérant au gluten. Et puis après, la dernière chose aussi qui peut être isolée, parce que c'est soit tous ces symptômes, soit de façon isolée, en plus des migraines, c'était aussi beaucoup de fatigue et une perte de poids inexpliquée. Parce que le fait que tu digères très mal, tu t'en rends pas forcément compte, mais tu peux un peu perdre l'appétit. Donc tu sautes un repas, tu te sens pas bien. Et au final, tu finis au bout de quelques mois par perdre du poids et tu sais pas trop pourquoi. C'est juste que c'est quand même assez compliqué, cette protéine de gluten, elle est difficile à digérer. Et la digestion, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Donc en fait, tu t'adaptes, mais si tu te sens pas bien, t'arrêtes de manger. Donc, si tu es fatigué, que tu as un ventre un peu gonflé et qu'au niveau des toilettes, c'est pas terrible, on peut se poser la question. Mais sans forcément être intolérant ou avoir une maladie déclarée chronique, est-ce qu'il y a quand même des avantages, voire des bénéfices à adopter un régime sans gluten pour ceux qui ne sont pas du tout, qui sont pas intolérants, mais qui pourraient dire pourquoi pas tenter l'expérience ?
Alors, sans gluten du tout, je dirais que c'est compliqué et que ça risque d'altérer un peu ta vie sociale parce que tu vas au restaurant, je disais tout à l'heure, tu vois, la nourriture italienne, c'est quand même super bon. On adore manger des bonnes pizzas. Si tu te dis 0 gluten, ça veut dire que tu refuses une invitation ou alors tu es au restaurant, tu es embêté, tu demandes partout au serveur s'il y a du gluten. Je dirais que c'est bien par prévention et par précaution pour maintenir un peu une bonne santé de se faire soit des fenêtres un peu sans gluten. Si tu sais que toute cette semaine tu vas être seul chez toi, t'essayes de t'alléger un peu et de pas prendre des pâtes tous les soirs par exemple, et ensuite d'avoir un œil quand même sur les étiquettes et sur tes achats, c'est-à-dire que si tu manges pas ou peu transformé, déjà tu vas énormément alléger ta dose de gluten dans la semaine et dans ta vie. Donc enlever déjà les plats préparés, enlever tout ce qui est très très transformé. Donc par exemple, c'est idiot, mais un houmous maison, c'est quand même très facile à faire. T'achètes des pois chiches, tu rajoutes du sésame et de l'huile d'olive, t'as un houmous. Un houmous industriel, il faut savoir que parfois, on ajoute beaucoup de gluten parce que ça va être super dense, ça va caler un petit peu plus et l'industriel va se dire que c'est plus pratique aussi à transporter. Donc voilà, moins vous achetez des choses très transformées et moins vous aurez de gluten. Et un petit peu plus difficile, parce que ça c'est assez facile d'être informé, un petit peu plus difficile, peut-être avoir un choix sur ton type de céréales. Donc évidemment tu peux te tourner vers plus de riz, plus de sarrasin, où on a vraiment des céréales sans gluten, mais aussi faire le choix quand tu es dans une boulangerie, si tu as un pain au petit épeautre qui est certes un peu plus cher mais qui est du blé ancien, tu sais que tu as moins de gluten. Le petit épeautre c'est à peu près 7% de gluten. Le blé moderne en plus, donc ce qu'on appelle le blé qui pousse très facilement, que Monsanto peut semer et ça nourrit toute la planète. C'est hyper riche en gluten et c'est volontaire, c'est parce que c'est plus facile, plus moelleux, et que quand vous achetez un pain en sachet par exemple, ce qui est vraiment là pour le coup une aberration et qu'il faut éviter vraiment, t'as jusqu'à 70% de gluten, donc en fait tu manges de la colle. D'accord. Quand tu parles de pain en sachet, tu penses au pain de mie ou de manière générale tous les pains en sachet qu'on peut trouver au supermarché? Alors c'est vrai que le pain de mie, c'est ce qu'il y a vraiment de pire, parce que d'ailleurs ça se voit. C'est de la farine de blé moderne avec du gluten déjà dedans, mais quand tu vois le deuxième ingrédient, en général, il y a du gluten. Donc tu as un blé qui est ultra riche en gluten et il te rajoute du gluten histoire d'être sûr que ton pain soit hyper moelleux. Si on le mange en conscience, si tu me dis j'adore ça et je me fais des pique-niques et je trouve ça incroyable le pain en sachet, pourquoi pas, mais en tout cas, si vous êtes sur une optique d'aller mieux, de vous alléger votre alimentation, évitez ça. Et effectivement, c'est valable pour tout. Le pire, c'est vraiment le pain de mie, mais tous les pains en sachet qui sont donc pas du pain de boulangerie. En plus, c'est idiot, on est en France, on a une boulangerie à chaque coin de rue. Voilà, quitte à le congeler pour le conserver si c'est plus facile, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment d'excuses si on sait en plus que ça nous fait du mal. D'accord. Et justement, par rapport à des conseils que tu pourrais nous partager pour débuter un régime sans gluten et surtout les aliments qu'on pourrait, tu as commencé à le faire, mais remplacer ou... parce qu'à chaque fois, le discours, c'est on évite certains aliments, mais par quoi on peut les remplacer et sur quelle voie on peut se diriger pour avoir une vie sans gluten? Alors, une vie sans gluten ou allégée, en tout cas, il y a pas mal, effectivement, de céréales. Alors, le sarrasin, c'est pas une céréale, c'est un peu un abus de langage, c'est une plante, mais on s'en sert pareil. Peut-être, au lieu de faire vos crêpes tout le temps avec du blé, peut-être déjà, vous achetez du blé ancien, il y en a partout en boutique bio, ou du sarrasin. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est une galette, c'est plus une crêpe, ça n'a pas le même goût. Oui, on peut mixer, tu fais un peu un tiers de farine de blé et le reste en sarrasin, ou de la farine de riz, par exemple. Il y a plein d'options. Certaines sont très chères. Si tu achètes de la farine de châtaigne qui est hyper bonne pour la santé, pleine de nutriments, pleine de vitamines et très riche en plein de choses et qui a un très bon goût, c'est vrai que ça va être 6 ou 7 euros le paquet, alors que la farine de blé, forcément, c'est pas le même tarif. Mais la farine de riz, c'est exactement le même prix que le blé. Tu vas avoir autant de nutriments, tu vas avoir aucun effet secondaire, entre guillemets, c'est-à-dire aucune intolérance possible avec la farine de riz. Il y a vraiment toutes les farines possibles en boutique bio, même sur Internet, si vous voulez vous faire livrer. Ça, c'est plus pour les gâteaux, les crêpes, pour garder une vie, évidemment, il faut cuisiner un peu, mais une vie un petit peu identique, c'est-à-dire que tu peux faire tes cookies avec des céréales sans gluten. Et après, au quotidien, oui, c'est un peu, parfois, ça demande des efforts. Si tu te fais beaucoup
beaucoup de pâtes, peut-être acheter des pâtes qui sont à base de pois cassés, des pâtes. Il y a une marque géniale qui s'appelle Lazzaretti, pour ne pas la nommer, qui ne fait que des pâtes sans gluten. Mais attention, il faut surtout pas acheter du sans gluten, c'est-à-dire pas les marques estampillées sans gluten, c'est du marketing. Souvent, ils vous ajoutent des additifs. Cherchez plutôt des pâtes au sarrasin, des pâtes aux pois cassés, des pâtes aux lentilles corail, donc des pâtes en fait aux légumineuses. La base, c'est une légumineuse et en fait, ils ont pris une forme de pâte. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va alléger ton assiette et ça va te permettre d'avoir quand même le plaisir de te faire des pâtes sans les inconvénients. Ça nécessite un petit peu de recherche, de regarder un peu, de fouiller dans les rayons. Une fois que tu as tes habitudes, c'est bon. Il y a beaucoup d'alternatives et après, tu gardes les choses qui sont pour moi pas remplaçables. Une bonne pizza, c'est une bonne pizza. Enfin, je reviens sur la pizza, mais on va pas faire une pizza avec une pâte aux lentilles corail, quoi. Ça n'a pas de sens. Ah, effectivement. Écoute, merci beaucoup Dominique. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vous invite éventuellement à aller vous refaire vos propres recherches. Donc moi, si je résume, on peut être malade du gluten, mais c'est vraiment, il y a quelque chose de très clinique, quoi. C'est identifié comme une vraie maladie. On peut avoir une intolérance. Ça, c'est du confort du quotidien. On va aller vers d'autres produits. On va en éviter certains. On va pas rogner sur le plaisir. Et on va gagner en confort intestinal, pardon. Et on aura une vie plus légère. Une dernière chose à rajouter sur le gluten ? Je crois qu'on a tout dit et juste ne vous faites pas avoir par les étiquettes. Effectivement, lisez bien les étiquettes parce qu'il y a un gros business du marketing sans gluten et souvent quand on retourne le paquet, en fait, il vaut mieux manger du blé que de manger tout ce qui a été remplacé par l'industrie agroalimentaire qui est parfois pire. Donc regardez juste les paquets. Donc, vigilance sur les étiquettes. Merci beaucoup Dominique, au revoir. Merci Mickaël. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.